Merci Stéphane, bonjour à tous. Donc Grégoire Pianet, expert feu FCBA. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça fait un peu moins de 2 ans que je suis dans le domaine du bois, plus spécifiquement. Avant, j'ai travaillé une dizaine d'années, surtout dans le domaine de l'ingénierie de sécurité incendie et la simulation. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement sur les problématiques bois construction, études collectives de la filière et modélisation feu façade et tout ce qui est feu façade. Donc aujourd'hui, webinaire de restitution. Alors à travers un ensemble de 6 présentations, on a pu dégager plusieurs thèmes directeurs. Tout d'abord, pas mal de choses sur le CLT, avec des essais de comportement au feu, des travaux normatifs. On va discuter aussi sur le contexte réglementaire dans les différents pays, quelques spécificités. Et puis évidemment, le cœur du sujet, la sécurité incendie des bâtiments en bois, avec un focus de ma part sur la modélisation feu façade, et puis quelques focus sur des systèmes constructifs particuliers, des essais à plus ou moins grande échelle. Et on terminera, j'espère, avec un petit temps de questions-réponses. Donc j'aurais pu faire l'exercice de synthétiser par thème, mais c'est assez complexe, donc je vais parcourir à assez grande vitesse les différentes présentations, donc ça va être assez dense, mais donc j'espère que vous pourrez revenir par la suite sur la présentation en vidéo pour récupérer les éléments, les informations qui ont retenu votre attention. Donc première conférence à propos des phénomènes de délamination du CLT sous l'effet de la chaleur par Samuel Zelinka pour les États-Unis. Donc, un rappel du retour d'expérience de test de 2018 pour voir bien de quoi on parle. Incendie dans un local avec une charge mobilière et avec des parties encapsulées puis du CLT apparent. Et on voit dans certains cas où on parle de délamination, eh bien des parties de CLT se réenflamment pour produire un second flashover après un certain temps. Donc c'est typiquement le type de phénomène qu'on souhaite éviter. Pour cela, une norme d'essai PRG 320 avec un système qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans un four de résistance au feu, qui permet de distinguer, d'évaluer la performance de ces systèmes CLT, avec un problème qui est lié au coût de ces essais-là, hein, qui peut être assez important. Alors pour répondre à ça, le présentateur a détaillé des méthodes, des dispositifs et des démarches R&D pour, à petite échelle, déjà en amont, voir si c'est pas possible de caractériser l'efficacité d'un plan de collage sous l'effet de la chaleur à beaucoup plus petite échelle. Donc ces essais de cisaillement, notamment à petite échelle, ont confirmé que des formulations du type PUR sont effectivement les moins performantes et qu'on a des choses aujourd'hui qui sont beaucoup plus efficaces pour prévenir ces phénomènes. Donc, ils ont mis en place un dispositif à moyenne échelle, moins conséquent que le PRG 320, une échelle intermédiaire où à droite, il compare les températures avec un couvercle inerte et avec un couvercle exposé. Et donc, on a 2 cas où on voit bien qu'il y a un cas avec une réinflammation et un autre cas où ça se passe bien. Donc, ces essais ont montré une bonne corrélation sur la performance des produits avec les essais PRG. Donc, je vous ai mis, et je m'y suis tenu sur les autres présentations, des liens pour aller plus loin sur les différentes choses présentées par chacun des participants. Deuxième intervention à propos de la conception du bois de structure
des bois en bois d'ingénierie, conformément aux Eurocode 5 par Alar Just. Donc, c'est une collaboration entre l'Estonie et puis le laboratoire RISE, Taltech et RISE, avec un rappel de ce sujet qui préoccupait pas mal de pays, on le voit à l'époque, sur le comportement des CLT, à savoir la perte de l'intégrité du plan de collage. Donc, ça a été observé sur des essais en 2017 avec la réinflammation, le second flashover analogue à ce qu'on a vu précédemment. Et cette fois-ci sur un dispositif avec des sorties de flammes extérieures. Donc, à ce jour, il n'y a pas de prise en compte de la performance des adhésifs dans les Eurocode 5. Donc, il y a une révision en cours de développement et il y a la personne qui présentait donc, fait partie d'un groupe de travail. Ils en sont en 2021 sur, on va dire, la diffusion de la proposition après l'émission du draft final. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette proposition de révision? Il y a une proposition de modèle de carbonisation européen qui va distinguer deux cas en fonction de la protection de l'intégrité du plan de collage. Donc avec intégration de propriétés suivant la conception, donc où on va pouvoir distinguer les bois lames et les collets, les CLT et les LVL. Sur les poutres en bois lamellé les collés, il va y avoir des scénarios distincts suivant la direction de carbonisation. On va aussi intégrer le fait qu'il y a des CLT plus ou moins performants à la chaleur. Il y aura accompagnant cela une annexe informative sur les vitesses de masse et les vitesses de combustion. Et également des choses sur les poutres en I avec la performance relative aux classes de colle pour les assemblages à enture. Même préoccupation, à savoir caractériser la performance de ces assemblages à petite échelle. Donc par exemple des essais de cisaillement sous cône calorimètre à petite échelle. À moyenne échelle, des dispositifs de comparaison des taux de carbonisation. Et puis des essais aussi qui peuvent être appliqués à des aboutages avec des cisaillements sous cône calorimètre, où on va pouvoir voir si c'est bien une rupture mécanique ou si c'est une rupture liée à la perte un manque de performance du collage. On voit bien ce phénomène ici sur des essais de compression cisaillement, sur des éléments, sur des collages du genre du CLT. On voit bien sur les photos à droite les modes de rupture. Quand on a une perte d'intégrité du plan de collage, on va avoir bien un glissement qui va générer, ça traduit bien la perte de résistance. Donc en synthèse des nouvelles règles proposées pour cette révision, un modèle de carbonisation européen, des nouvelles règles pour les CLT et les poutres en I, et des méthodes d'essai en cours de développement, avec des méthodes de perte de masse pour le CLT, des essais de petite échelle. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, quelques liens pour investiguer plus loin ce qu'a présenté Monsieur Just. On va passer à la partie que j'ai ensuite présentée pour le compte de FCBA, à savoir les études en cours en sécurité incendie sur les bâtiments bois en France, avec un focus sur les feux façades et les simulations. Donc, quel est l'état des lieux en France? On assiste un peu comme partout à un accroissement significatif, notamment dans le domaine des ouvrages 8-28 mètres. Donc pour répondre à les enjeux de cet accroissement, la filière, à l'aide de financement public, la filière bois a investi ces 10 dernières années sur des essais de résistance au feu, des essais feu façade, et par rapport à ces campagnes d'essais, générer des référentiels qui permettent de couvrir des bâtiments en bois plus haut aujourd'hui. Donc il y a
malgré tout plusieurs points de sensibilité qui restent à traiter en technique courante, dont les jonctions de parois résistant au feu, les connexions entre les éléments de structure, les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec des enduits et l'impact du bois structurel exposé, entre autres thématiques. Donc la présentation que je vais faire évoque quelques évolutions réglementaires récentes et à venir, les essais feu façade en bois construction, ainsi que les essais feu façade à venir sur les ETX, sur support bois. Et puis, on va parler ensuite modélisation feu façade. Donc, on a un paysage assez chargé au niveau français, au niveau du bois construction et de l'incendie. On a eu des évolutions réglementaires en 2019 qui ont impacté la prescription bois, notamment en façade pour les applications. J'ai un petit tableau très résumé pour les projets dont le permis de construire date d'avant ou après le 1er janvier 2020, où on va avoir une arrivée des Euroclasses pour les systèmes, les parements, systèmes de façade, et la nécessité pour les bâtiments les plus hauts, notamment pour la 3e et la 4e famille, de justifier les systèmes de façade avec des appréciations de laboratoire. Voilà. Et puis on voit voilà, qu'à partir de 2019, on ne peut plus mettre de bois par an en façade, en 4e famille, du moins en approche standard. Donc une actualité très fournie avec les travaux d'Adif Bois et la génération de 4 notes spécifiques aux bâtiments supérieurs à 28 mètres, l'ERP, l'habitation, l'ERT, et puis le guide interface. On a également des émergences de doctrines locales, d'abord en Gironde, puis à Paris, face à la multiplication des projets bois. On a un contexte aussi de réécriture du code de construction et de l'habitation, avec une volonté des pouvoirs publics d'harmonisation des règlements. On va avoir, notamment pour les bâtiments à usage professionnel, du fait de l'harmonisation, un durcissement des règles probablement. Et mise en place en 2021 d'un groupe de travail interministériel pour intégrer les spécifications bois construction pour le risque incendie des 8-28 mètres principalement. Donc ça, ce sont des travaux en cours que j'ai un petit peu détaillé dessous, qui vont aboutir à des textes et des choses spécifiques au bois dans les textes. Donc on peut revenir un peu sur les acquis au niveau de feu façade de la filière. Donc il y a eu une dizaine d'essais, les Pierre 2, réalisés sur la base d'études collectives, avec identification de dispositifs de maîtrise du feu, de la propagation du feu en façade. Donc on va trouver des écrans thermiques, des déflecteurs, des systèmes qui vont permettre de bloquer la propagation du feu dans la lame d'air ventilée derrière les bardages bois. Et on a obtenu un jeu de solutions génériques suivant la réaction au feu du parement. Ça dépend des classes allant de Euroclasse A2 jusqu'à D. Et donc là, on voit à droite des systèmes qui sont satisfaisants. Et bien, ce sont des systèmes qui, après au moins 30 minutes de feu, ne laissent pas les flammes se propager au dernier niveau. Il doit rester intact. Donc toutes ces solutions ont été validées sur la base de ces contraintes d'essai et traduites dans un guide officiel bois construction et propagation du feu par les façades, qui en est aujourd'hui à sa V3, qui date de décembre 2020. On a des essais pour alimenter encore ces acquis filières, des études collectives en cours sur les systèmes ETIX, avec une série donc ETIX, système d'isolation thermique par l'extérieur avec des systèmes d'enduit. Et donc on a une série d'essais d'orientation au four de résistance au feu réalisés au CSTB avec des systèmes sur polystyrène et fibre bois. Donc là, principalement pour connaître les systèmes de parties courantes les plus à même de satisfaire au feu façade derrière. On a une série d'essais à échelle intermédiaire qui est en cours de finalisation. On va pouvoir évaluer les risques de propagation verticale, la robustesse des enduits et des joints de dilatation, de fractionnement qu'on peut avoir sur ces systèmes, qui sont des points singuliers.
et 2 essais, les Pierre 2, prévus en début 2022, on espère, pour évaluer les systèmes complets, avec en plus l'effet des ouvrants, hein, tous ces points singuliers qu'on trouve sur les façades. Tout ça pour aboutir à une solution filière qui permettra d'avoir ces systèmes éthiques sur support bois pour des hauteurs plus importantes qu'à ce jour. Donc, on va parler également en matière de feu façade de la modélisation. Donc, la modélisation du feu façade, c'est un sujet de comportement, à savoir de comportement au feu, donc qui mêle réaction au feu et résistance au feu. Donc, dans ce cas-là, appliqué aux matériaux bois. Donc là, on parle d'ingénierie de sécurité incendie, hein, qui, depuis 2004, a surtout été limitée au désenfumage et à la résistance au feu. L'ingénierie de réaction au feu, même s'il y a des applications un petit peu partielles, est restée quand même relativement en retrait, principalement parce que les essais de réaction au feu, c'est pas très coûteux non plus par rapport à des études d'ingénierie. Et il n'y a pas non plus des ouvertures très franches. Par contre, on a pu voir avec l'arrêté de 2019 sur les habitations qu'il y a une prescription plus large des appréciations de laboratoire et des avis de façade qui peuvent s'appuyer sur des essais les Pierre 2 ou sur des avis des experts ou sur des modélisations. Donc ça, c'est une façon d'amener la modélisation et l'ingénierie de réaction au feu, et notamment du bois, sur le terrain, quoi. Donc il y a d'autres applications qui sont envisageables aussi pour la modélisation de la pyrolyse du bois en recherche des causes et circonstances d'incendie, avec des assistances techniques, des études sur les entrepôts à structure bois. Ouais, il y a pas mal d'applications qui peuvent dériver de ces outils-là. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, pour faire ces modèles-là, il faut quand même une connaissance fine de la combustion du bois et de sa modélisation. Donc, sur la base du code de calcul assez connu en la matière, qui est FDS, édité par le NIST, on a généralement 3 types de modèles. Donc, un modèle prescriptif simple, qui consiste en un feu prédéfini, un modèle de dégagement de gaz et de chaleur avec assez simple, et un combustible relais qui va être activé par une température d'ignition pour simuler la propagation au feu. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple et rapide à faire, mais qui ne peut pas tenir en compte vraiment de la sous-ventilation du feu et qui ne s'adapte pas non plus vraiment au flux ambiant. On a une mauvaise approche de l'auto-extinction, qui est un phénomène qui nous intéresse particulièrement quand on parle de bois. On a également un modèle prescriptif amélioré qui repose sur le même principe, mais avec une vitesse de carbonisation du combustible relais qui va être modulée par rapport au flux ambiant. Donc ça, c'est une meilleure approche de l'auto-extinction possible par ce système, mais bon, c'est encore une configuration un peu complexe, une gestion de la sous-ventilation plus complexe également. On a au sein de l'atelier technique incendie à Dives-Bois des études en cours pour appliquer ce modèle-là aux matériaux bois. Et enfin, on a les modèles de pyrolyse, qui sont des modèles les plus avancés de décomposition thermique à plusieurs étapes, avec des suivis plus précis, plus riches, on va dire, des produits de combustion, avec une bonne adaptation au flux thermique ambiant et à la sous-ventilation. Enfin, on va pouvoir mieux caractériser la sous-ventilation. C'est plus précis, il y a moins de paramètres une fois que c'est calé. Par contre, ce sont des temps de calcul plus importants et c'est assez complexe à appliquer à des matériaux complexes ou non homogènes. Donc, c'est cette dernière approche de modélisation qui nous a intéressé FCBA ces dernières années, à travers la mise en place d'un projet de recherche soutenu par la filière bois et la région. Donc un projet qui a été mené par le laboratoire P' avec le pilotage FCBA pour bâtir une approche multi-échelle de la pyrolyse du bois, axée dans un premier temps sur l'essence Douglas. Donc une approche multi-échelle, c'est quoi? Ça va être une analyse à toute petite échelle thermogravimétrique, une analyse au cône calorimètre. On va avoir des essais à échelle croissante jusqu'à l'essai les Pierre 2. Donc il y a P'
son partenaire du haut risque ont pu élaborer des modèles à petite échelle et les faire évoluer en grandissant en échelle, les optimiser pour les implémenter dans un modèle à l'échelle de la façade qui permet aujourd'hui de bénéficier d'une approche par pyrolyse qui est envisageable sur des machines, on va dire, un petit peu accessibles. Donc, FCB a pu s'approprier, tester ce modèle avec des performances plutôt satisfaisantes pour ce qui est des parties courantes. Là, on a un exemple avec un essai sur un système de parement en Douglas de 26 mm, où on a des résultats qui sont, on va dire, bien améliorés par rapport à ce qu'on savait faire précédemment. Donc, en synthèse, on parle en France d'une période très chargée pour le bois de construction vis-à-vis de la sécurité incendie en particulier. Donc, la filière bois continue d'investir pour identifier, fiabiliser des systèmes avec pour cœur de cible le 8-28 mètres. Et il y a aussi des attentes de financement pour des études encore en suspens sur les rencontres de parois, les points singuliers qui posent encore sur les chantiers pas mal de problèmes. Donc la propagation feu façade devrait aussi à court ou moyen terme s'enrichir avec l'outil de simulation qui permettra de fournir une aide à la décision et à l'optimisation des systèmes de façade bois. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi sur ces points qui me concernent plus particulièrement. Il n'y aura pas de souci. Donc désolé pour le débit, on continue sur la prochaine présentation qui concerne donc un retour des Japonais sur le développement de technologies de résistance au feu pour les bâtiments de moyenne et grande hauteur en bois et la présentation de quelques bâtiments qui utilisent ces technologies. Donc on a au Japon une culture de la sécurité incendie et de la construction bois qui s'appuie sur des sinistres historiques qui mêlent parfois la sismique et le feu, le tsunami, le feu. Donc des zones urbaines très denses se sont toujours développées avec une prise en compte de rationaliser à l'échelle du quartier, on va dire. On parle de Fire Protection Zones, donc des risques de propagation du feu. Par ailleurs, le bois étant traditionnellement mis en valeur au Japon, il y a un besoin très fort de mettre la construction bois, le bois en valeur, que ce soit du point de vue de la chaleur ressentie, de l'odeur. C'est très demandé au Japon, donc il y a une attente. On a un cas particulier aussi en matière de résistance au feu, savoir on va trouver au Japon des performances graduées par niveau sur un même bâtiment. C'est-à-dire qu'en partant du dernier étage du bâtiment, on va avoir des exigences moins fortes sur les étages les plus hauts que sur les étages les plus bas, ce qui constitue quand même une particularité. Un petit retour sur des choses qui avaient déjà été faites, ça date déjà de 2012, sur du bois lamellé collé résistant 1 heure, avec une conception particulière à 3 couches, des éléments porteurs, à savoir une couche de surface en bois qui va permettre de réduire l'onde de chaleur interne en générant une couche de carbonisation protectrice, c'est un phénomène connu. On va avoir ensuite, le point particulier, c'est une couche auto-extinguible bois mortier qui va absorber du flux de chaleur. Donc, les parties de mortier qui sont coulées dans les interstices vont absorber le flux de chaleur et permettre une auto-extinction. Et puis, on va avoir un cœur structurel qui supporte la charge, même après l'incendie. Donc, le ministère concerné a validé ces systèmes-là pour une résistance 1 heure pour des essences chères au Japon, à savoir le mélèze et le cèdre. Donc, on a également des assemblages qui ont été testés selon les mêmes modalités, sachant qu'ils ont aussi des grosses contraintes à ce que les systèmes soient aussi performants d'un point de vue sismique que sur l'incendie. Donc, beaucoup de technologies sur ces assemblages. Avec des mises en œuvre sur des réalisations 1 heure. On a le Osaka Timber Association comme exemple ci-dessous, et puis des choses qui vont
monter en hauteur. On a Southwood à Yokohama sur 4 étages. On voit ça commence à se dégager beaucoup de mixité introduite dans ces systèmes constructifs. Et donc, pour répondre aux besoins de monter en hauteur, il a fallu évidemment développer des solutions bois lamellé-collé résistantes 2 heures. Donc, ils ont repris la conception de 3 couches en l'améliorant, en la renforçant pour la tester. Donc déjà en remplaçant les inserts mortiers par des inserts en gypse, donc, de type plaque, c'est du plâtre coulé en fait, dans ces inserts. Donc une partie porteuse qui est dimensionnée pour une résistance totale de 2 heures. Et pour garantir la non-émission de la partie porteuse, donc la couche périphérique a été portée de 85 mm à 105 mm pour pouvoir passer de 1 à 2 heures. Donc on a des solutions équivalentes pour les poutres, avec une démonstration en termes de montée en température, de la maîtrise sur la partie structurelle de la montée en température. Donc, on a également des développements de dalles, de plancher, des solutions à base de CLT résistant 2 heures. Il y a donc un besoin croissant de bois en moyenne et grande hauteur. Donc, avec pareil, on reprend un concept en 3 couches. Donc là, on a une conception de dalles composites multicritères. C'est-à-dire qu'il va falloir être coupe-feu 2 heures, il va falloir satisfaire l'acoustique, l'étanchéité à l'eau et même la captation d'odeur, ça peut être un critère. Donc, pour cela, on va faire des essais et ils ont fait des essais pour démontrer que la température on va dire, d'émission du CLT en sous-face. Ici, ils ont pris 260 degrés, ce n'est pas atteinte. Donc là, ça nécessite, dans les conditions d'essai, 4 BA15. Ça peut paraître très important, mais il faut savoir qu'il y a une particularité des essais au feu au Japon, c'est que sous le programme thermique ISO 834, on a le même en France, on ne retire pas le corps d'épreuve après les 2 heures d'essai. Il est laissé en place et il doit continuer de résister en phase de refroidissement, ce qui est une particularité quand même. Donc voilà, il y a également des solutions avec des apports de chape béton et de couches d'amortissement pour améliorer les performances vibratoires. On a même également des systèmes ce qu'ils appellent le système samouraï, c'est des poutres dont ils avaient besoin de réduire la section. Et ils ont étudié des conceptions à base de bois armé. Voilà. Je ne sais pas de quand ça date, mais bon, ça a été présenté. Quelques exemples de réalisation résistant 2 heures. On a le parcours de Takamori, Sendai, Miyagi, je ne sais pas si c'est le même endroit, en 2019. Avec 10 étages résidentiels, on voit que c'est une conception mixte bois-acier. Donc, encore beaucoup de mixité. Pareil, beaucoup de mixité sur ces réalisations. On a le Flatwood Skiba à Tokyo en 2020, projet 2020, mixte béton-bois. Le Ginza Hightcomb, mixte bois-acier, 12 étages sur 51 mètres. Donc, on commence à avoir des hauteurs respectables. Et en ligne de mire, un projet en 2025 de 100 mètres sur 20 étages. Donc, il y a une nécessité qu'on voit qui est croissante de développer des solutions plus performantes pour avoir plus de 14 étages en 2025. Donc, il y a, dans le contexte environnemental actuel, une demande d'architecture bois dans les ouvrages neufs en très forte expansion, une prédominance des projets en mixité bois-béton, bois-acier, avec des développements en cours pour des éléments résistants au feu 3 heures. Et voilà, toujours une fiabilisation dans ces conditions de mixité sur des points singuliers qui sont des points délicats à traiter. Donc on reste au Japon avec des recherches d'un organisme plutôt gouvernemental pour la promotion des bâtiments en bois avec des nouvelles méthodes d'ingénierie incendie.
Donc, il y a eu une révision du code japonais, un besoin motivé par des sinistres récents. À Itoigawa City, c'est un feu de quartier qui a eu une propagation assez importante sous des effets de vent forts. Donc là, on s'intéresse aux zones denses. Donc là, l'objectif de la révision, c'était d'assurer la sécurité dans ces zones denses avec des contraintes de réhabilitation de l'existant et sur fond de promotion de l'usage du bois. Donc on a des nouvelles méthodes de conception qui s'appuient sur les travaux du NILIM, avec notamment la mise en place d'approches performantielles fondées sur de la R&D principalement, donc sur les dernières avancées en matière de sécurité incendie. Donc le texte a été révisé profondément en 2000, enfin c'est des travaux de révision ont débuté en 2018 et il a fallu 2 ans pour les finaliser, début 2020, avec l'intégration de nouvelles ouvertures réglementaires aux approches performantielles. Donc on a des besoins qui subsistent encore sur les bâtiments bois de 4 étages et plus. Et donc voilà, on identifie le besoin de promouvoir le gros œuvre bois en mixité pour des ouvrages de grande hauteur. Donc quelques travaux de R&D, donc il y a eu des groupes de travail se sont rassemblés sur la structure, sur la sécurité incendie et même sur la durabilité des constructions. Donc c'est pas une problématique incendie, mais il faut en tenir compte avec la réalisation de bâtiments pilotes pour soutenir ces travaux et d'essais et puis pour mettre en application les évolutions réglementaires. On a notamment ce qui s'appelle sur le bâtiment de type 1 avec une structure en béton armé, des essais de très grande envergure, bon, qui datent quand même pas mal, hein, ça, je ne sais plus de quand c'est, ça doit être de 2012, avec plusieurs parties, des surfaces donc la structure boîte 2 étages, un compartiment de 200 mètres carrés pour évaluer les activités d'extinction, un compartiment de 3000 mètres carrés qui est entièrement compartimenté pour supporter la combustion totale de la charge calorifique et des structures bois internes. Donc, des essais très, très massifs ont été faits à l'époque avec pour essayer de voir quel est l'effet du bois apparent, du bois structurel sur le développement du feu et sur l'intervention. Adossé à tout ça, des recherches de moyens de protection ponctuels, par exemple sur la protection de façade, avec des essais sur les ouvrants résistants au feu et des essais d'atténuation de flux thermique par aspersion des ouvrants. On est sur des choses quand même assez particulières. Et puis sur un autre bâtiment pilote, donc une étude performantielle qui est la mise en application de ce qui a été développé dans les révisions du code, donc qui va permettre de prendre en compte le temps d'évacuation, le temps d'arrivée et de mise en place des services de secours en fonction de la région, la prise en compte du temps d'extinction avec une marge de sécurité. Donc, toutes ces valeurs sont tabulées et permettent, en fonction de la surface du niveau, de la hauteur du niveau, d'aboutir à un niveau d'exigence requis qui est défini ici de façon performantielle. Donc des études complémentaires également sur les points singuliers, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les pays, des préoccupations sur ces rencontres entre parois, les traversées de parois. Donc là, il y a des essais qui ont été faits sur des sols et murs en CLT, des poutres acier ou béton. Donc globalement, des bons comportements, des rencontres entre éléments CLT avec des points d'attention, des propagations constatées, notamment par les chevilles d'assemblage qui n'étaient pas suffisamment bien conçues, donc avec des effets de pont thermique auxquels il faut être attentif. Des essais d'assemblage sur des planchers avec une poutre acier, là, dans ce cas-là, qui ont permis de mener à valider des performances de 250 minutes sur cet assemblage. Ça, vous pourrez y revenir plus tard sur la vidéo. Et des études complémentaires également en matière d'extinction automatique. Donc, il a été démontré que un système
d'aspersion qui descend, hein, qui est vers le bas, n'est pas forcément le plus efficace, surtout quand on a du bois exposé au plafond. Ça n'empêche pas nécessairement la propagation du feu le long du plafond combustible. Donc ils ont étudié l'effet d'une aspersion plutôt orientée vers le plafond du bois exposé en fonction des débits. Voilà. Donc ça, c'est une chose en France, on commence à peine à s'intéresser au sujet. Donc là, ils ont quand même fait des essais intéressants pour démontrer selon les débits, on pouvait avoir une protection plus ou moins efficace qui permet d'éviter la propagation du feu sur le plafond combustible et donc la survenance d'un flashover consécutif. Donc voilà, en conclusion, une volonté de développer la mixité des systèmes constructifs, ça reste très prégnant. Et une prise en main d'une approche performantielle récemment introduite dans la révision du code. Je ne sais pas quelle heure il est, 11h40. On va arriver sur la dernière présentation de Christian Dagné pour FP Innovation au Canada, qui nous a parlé de performance au feu, de la construction en bois, du point de vue canadien, tout simplement. Donc le code canadien de 2015 recense 3 types de constructions. Les constructions combustibles avec des performances au feu minimales, là, on parle d'ossature bois légère, des constructions bois massif qui sont autorisées au même endroit que les constructions combustibles, mais avec une résistance au feu de 45 minutes minimum. Et puis des constructions dites incombustibles qui sont conçues pour une performance au feu maximum, à savoir pas de ruines avant la combustion complète du potentiel calorifique. Donc, il y a des recherches de FPI, des gouvernements avec des fonds publics, des universités, des industriels, pour démontrer l'atteinte des exigences du code sur ces différentes typologies de construction, voire pour développer une nouvelle typologie qui puisse permettre au bois grand hauteur de s'intégrer. Donc on a dans ces recherches collectives toujours de la résistance au feu, des études sur la vitesse de carbonisation, l'intégrité des plans de colle, propagation des flammes en surface, les traversées et les calfeutrements également. On retrouve cette problématique, et la dynamique des feux de locaux, etc. Donc on a des réalisations d'essais grande échelle, qui sont souvent non réglementées, qui sont là pour démontrer la robustesse de ces systèmes. Alors on commence cependant par valider les parties courantes avec des essais de résistance au feu, comme partout, suivant le référentiel CANUL CS 101, jusqu'à 3 heures sur des éléments CLT, bois lamellé collé, bois lamellé cloué, bois lamellé chevillé, donc une grande variété de systèmes. Donc, ces essais ont permis d'évaluer des vitesses de carbonisation, les performances de collage, l'effet des protections de plaques de plâtre sur le démarrage de la combustion, donc combien il faut de plâtre pour empêcher une ignition d'un bois encapsulé, et l'implémentation de méthodes de calcul de résistance, comme on a chez nous. Donc, voilà, il y a des enseignements qui ont été tirés, notamment sur la robustesse des bois lamellés cloués, qui présentent des risques de passage des flammes suite à des évasements sous l'effet de la chaleur. Donc, on a également des essais de propagation de flammes en surface. Donc, sur ces systèmes, sur ces bois d'ingénierie, on a noté des bonnes performances du bois massif, qui est généralement meilleur que la majorité des produits de finition courants. C'est ce que nous a dit le présentateur, sans trop développer. Quelque chose qui est très intéressant de notre point de vue, parce qu'on n'a pas encore fait ces études en France, c'est les essais de résistance des points singuliers et des calfeutrements de traversée. Donc toujours en four, on va tester à travers des parois bois, des conduits acier, des conduits cuivre, des PVC, des conduits PVC calfeutrés avec des systèmes coupe-feu. Il y a également des portes coupe-feu, des rencontres de parois. Donc, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pu démontrer une robustesse équivalente des dispositifs coupe-feu validés sur support béton quand ils sont utilisés sur support bois,
Mais attention, le diable est dans les détails, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très soigneux sur la mise en œuvre de ces calfeutrements parce que on peut avoir avec le matériau bois des propagations sur des détails assez fins. Donc des essais à de petite et de grande échelle, de plus démonstratifs, donc avec des CLT avant et après application du référentiel dont on a parlé dans la première présentation sur le PRG 320, à savoir sur la performance des CLT et de leur plan de collage. Des essais sur les bois laminés cloués et aussi pour objectif caractériser l'impact de la surface de bois apparent sur la dynamique du feu et sur l'effet du bois apparent. Est-ce que c'est compatible avec une combustion complète de la charge mobilière sans reprise du feu? Voilà. Ça, c'est des thèmes qui nous intéressent aussi tout particulièrement en France, notamment dans le cadre de l'atelier technique d'Adif Bois. Donc on a des essais ayant conduit à l'élaboration de référentiels que j'ai listés ci-dessous, vous pourrez les consulter. Je vais laisser un peu de place aux questions, j'espère. Et puis des essais de démonstration à destination des pouvoirs publics et des services de secours sur l'impact du bois apparent, sur le comportement au feu des dégagements verticaux, c'est important aussi, avec des démonstrateurs également qui permettent de comparer différentes solutions de structure. Quelques bâtiments démonstrateurs, voilà, on peut aussi démontrer des solutions alternatives, juste en les justifiant par d'autres moyens, c'est des choses qu'on peut faire. Donc il y a pas mal de bâtiments, un 12 étages à Québec, l'Arbora 8 étages à Montréal, Vancouver, le Brock Commons qui est assez connu de 17 étages à Vancouver. Il y a bien plus d'exemples. Tout ça, on peut trouver ces exemples-là sur une carte interactive qui présente l'état d'un projet bois, sa destination, sa hauteur, l'année de construction, accessible via le lien que j'ai indiqué ci-dessous. Des développements en cours réglementaires au Canada dans le NBC de 2020, donc avec l'intégration d'une nouvelle classe de construction dans laquelle le degré de résistance requis est atteint par encapsulation avec un taux de protection et des dimensions minimales des éléments porteurs. Donc ça, c'est la nouvelle classe qui va permettre d'intégrer du bâtiment en bois dans le code existant. Ça peut couvrir jusqu'à 12 étages, résistance au feu 2 heures, mais sprinklage intégral suivant la NFPA 13. Et donc avec des limites de surface suivant la destination, habitation, bureau, et usage mixte autorisé sur les étages bas. Donc voilà, j'ai mis les normes associées qui sont citées dans les textes. En conclusion, donc des développements de solutions constructives bois, de produits performants, c'est un travail de R&D long et difficile d'après le présentateur, on confirme. Des essais standards, mais aussi des essais uniques. D'une façon générale, on voit quand même que les exigences sont probablement plus élevées pour le matériau bois que pour d'autres matériaux. Donc les résultats obtenus montrent qu'on a un niveau de sécurité équivalent à ce qui est traditionnellement exigé pour les autres matériaux, ce qui s'est traduit par une mise à jour réussie des textes réglementaires canadiens en 2020. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Donc on a vu quand même pas mal de thèmes récurrents sur ces différentes interventions, beaucoup sur le CLT, sur l'efficacité d'école, sur le traitement des points singuliers. Donc on a pas mal de préoccupations communes qu'il faut associer avec nos spécificités, on va dire, en termes de réglementation dans chaque pays.